Bonjour. Si on vous dit saké, vous allez certainement avoir une image en tête, c'est celle de ce petit verre d'alcool fort qu'on vous sert à la fin d'un resto asiatique avec quelqu'un de pas très habillé au fond. Mais oubliez ça, aujourd'hui, on veut vous parler du saké japonais. C'est une boisson traditionnelle, une boisson assez particulière qui commence à se faire connaître en France et sur laquelle on a plein de choses à vous apprendre. On commence par une question simple. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot saké? Bien simple, pas tant que ça. Si vous êtes au Japon ou si vous êtes ailleurs dans le monde, le mot ne va pas forcément désigner la même boisson. Pour s'y retrouver, on a interrogé Nicolas Baumer, un géographe au Japon et spécialiste du saké. En fait, saké en japonais, quand on dit saké, ça veut dire toutes les boissons avec de l'alcool, un taux d'alcool dedans. C'est-à-dire que vous avez la bière, les liqueurs, le vin, tout ça, c'est saké no menu. Sur la carte du restaurant, tout ça, ça veut dire saké. Hors du Japon, et en particulier hors Asie, là, vous avez saké qui veut dire la boisson japonaise, que moi j'appelle un vin entre guillemets de riz, c'est-à-dire une boisson de riz fermenté. C'est ce que nous on perçoit le saké, c'est ce que les Japonais appellent nihonshu, donc alcool japonais en opposition à l'alcool occidental qui est arrivé à l'époque de l'ouverture à la fin du 19e siècle. Vous avez compris, le saké japonais, ça n'a rien à voir avec le digestif qu'on évoquait en tout début de vidéo. Ça, c'est un alcool chinois distillé, souvent aromatisé à la rose, bien plus fort que le saké japonais. Parce que le nihonshu, ce n'est pas une boisson distillée, c'est un alcool de riz fermenté. C'est une boisson très ancienne. On remonte aux origines avec Bertil Lotte, saké sommelier et fondateur du Toulouse Saké Club. À partir de fouilles archéologiques et d'écrits de moines notamment, on a pu découvrir que le saké était une boisson millénaire. Et donc on a pu retrouver des traces il y a 3-4 000 ans de saké, ou en tout cas d'ancêtres du saké, notamment des fermentations de fruits dans des jarres, mais aussi après du riz qui a pu être retrouvé fermenté. À savoir que le saké, au début, était plutôt une boisson rituelle liée à tous les rites shintoïstes. Et cette production de saké était élaborée par des vierges qui mâchaient du riz cuit. Et par l'action de la salive, finalement, transformer l'amidon en sucre, et cela donnait lieu après à une boisson alcoolisée, après quelques semaines de fermentation. Puis après, le saké s'est généralisé, on est passé ensuite du saké rituel au saké destiné à des nobles. Et ensuite, petit à petit, le produit, on va dire, est devenu grand public. Aujourd'hui, le côté rituel du saké n'a pas disparu. Il est toujours présent dans les cérémonies, et vous pouvez le trouver en guise d'offrande dans les sanctuaires shinto. Ces murs impressionnants de tonneaux, ça, c'est du saké. Et il n'est pas non plus exceptionnel qu'un prêtre vienne dans une brasserie de saké pour le lancement de la production, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Revenons à ce saké primitif, à base de riz mâché, qu'on appelle Kuchi Kamizake, et que vous avez pu voir dans l'anime Your Name. Pourquoi ce procédé? Eh bien ça, c'est parce que le riz, à la différence du raisin avec le vin par exemple, ne peut pas se transformer directement en alcool. Il faut d'abord transformer l'amidon en sucre. Et ça peut se faire par l'effet de la salive. Ou bien ça peut se faire avec la méthode moderne, avec le koji, un champignon microscopique. On dit méthode moderne, en fait elle date un peu, vraisemblablement 4e ou 5e siècle. Mais elle est toujours employée aujourd'hui. Elle a été améliorée, mais le procédé général reste le même. Maintenant, voyons depuis le début ce procédé de fabrication du saké. Tout part du riz, l'élément central. Après le trempage et le rinçage, c'est la première phase importante, la cuisson. Le riz va être mis dans des grosses cocottes minutes, en gros, des gros cuiseurs à riz. En général, ça peut aller à 300-400 kg de riz à cuire en même temps. Une fois la cuisson faite, on va prendre une partie du riz que l'on va mettre à fermenter avec du koji, donc on appelle la kojification. Ça va se faire dans une pièce dédiée qui s'appelle la kojimulo, qui est une pièce en fait hyper humide, dans laquelle est très chaude, il fait plus de 38 degrés dedans. On va répartir le riz dans des caisses en bois et on va répartir dessus du champignon. Avec cette transformation de l'amidon en sucre, on peut maintenant mettre dans le mix des levures pour lancer la fermentation alcoolique. Après plusieurs jours de fermentation, on récupère le contenu de la cuve et on le presse pour en extraire tout le liquide. Ce n'est pas encore le saké que vous goûterez.
C'est un liquide qui est à 20 degrés d'alcool. On va généralement le pasteuriser, puis l'élever en fût pendant 6 mois à 1 an. Et à la fin de cette période, on va y ajouter de l'eau, on va le diluer pour faire diminuer le degré d'alcool, entre 12 et 17. Il y a une étape dont on n'a pas parlé au tout début du processus. Elle n'est pas obligatoire, mais elle a une grande importance sur le goût et l'aspect du saké. C'est le polissage du riz, une pratique apparue au XVIe siècle. Le principe, avec des meules, on enlève l'enveloppe extérieure du grain de riz. Plus le grain sera poli, plus le saké sera pur, plus son aspect sera transparent. Au polissage, on associe un chiffre. Par exemple, si on parle de polissage à 60%, ça veut dire qu'on a conservé 60% du grain de riz. Donc, plus le grain est poli, plus le chiffre sera bas. Mais donc, le polissage, ça change quoi au saké? Si on veut aller sur du fruit de l'élégance, on va enlever une grosse partie du grain de riz. Et donc on pourra enlever jusqu'à 50-60% du grain de riz pour pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus fin et élégant. On a vu les origines et la fabrication du saké. Maintenant, place à la dégustation. D'ailleurs, à quoi ça ressemble de déguster un saké? C'est beaucoup de douceur. D'ailleurs, les néophytes, lorsqu'ils goûtent un saké pour la première fois, sont assez étonnés parce que c'est finalement assez facile à boire, assez doux. Ça, c'est pour le cadre très général. Car comme pour le vin, il n'y a pas un saké, mais une multitude de sakés. Déjà, ils sont classés en plusieurs grands types. Attention, soyez attentifs. On a d'abord les sakés dans lesquels on peut ajouter de l'alcool. Parmi eux, on a le futsushu. C'est le saké ordinaire ou saké de table, qui représente la plus grande partie de la production japonaise. Toujours dans les sakés avec ajout d'alcool autorisé, on monte en gamme avec le honjozo, qui là a un polissage de riz de 60 à 75%. Entre 50 et 60% de polissage, on parlera d'un ginjo, et à moins de 50% d'un dai ginjo. Et puis, il y a la classe supérieure, les junmaishu ou junmai, les sakés purs. Là, on n'a pas d'ajout. 4 ingrédients et 4 seulement. Riz, eau, koji, levure. À moins de 60% de polissage, on aura un junmai ginjo. À moins de 50%, un junmai dai ginjo, la catégorie reine. Et on a d'autres catégories aussi. On a les nama, des sakés non pasteurisés, les genshu, ceux auxquels on n'a pas ajouté d'eau, et bien d'autres. Le polissage du riz ou l'ajout d'alcool joue un rôle dans le résultat final. Mais il n'y a pas que ça. Le travail du brasseur est primordial. Selon la cuisson du riz, le koji, les levures employées, on aura des sakés différents. S'il y a une multitude de sortes de sakés, du côté des bouteilles et des verres, là aussi il y a le choix pour les servir et les apprécier. Alors pour la dégustation de saké, il y a plusieurs types de verres et donc il y en a un qui est vraiment très intéressant parce qu'il est fait en bois de hinoki, qui est du cyprès japonais et qui servait à la base pour faire les mesures de riz, qui est devenu un verre et c'est ce qui a permis après de faire le format des bouteilles puisqu'en fait à la base une mesure de riz ça faisait 1 go et 1 go ça fait un petit peu plus de 18 centilitres. Et donc ce qui explique pourquoi on a différents types de formats maintenant. Le plus petit format c'était le 18 centilitres qui est réservé à certaines petites cuvées, notamment un peu exceptionnelles. Ensuite, on a eu, qui s'est rajouté la bouteille de 72 centilitres, donc qui est un multiple de 18. Si vous faites le calcul, ça fait 4 go. Et ensuite, on a un format qui est à 1,8 litre. Les grandes bouteilles qu'on peut voir dans les mangas, par exemple, qui s'appellent l'Ishobin. Et donc là, c'est des bouteilles qui sont surtout réservées pour des grandes occasions et aussi pour les professionnels. La bouteille traditionnelle, ce sera quand même celle que vous pourrez retrouver le plus souvent, celle de 72 centilitres. Pour les verres, on a de la variété dans la forme, dans la couleur, dans la matière. On choisira en fonction du saké qu'on veut boire et aussi de sa température. Parce que oui, certains sakés peuvent se consommer chaud. Par exemple, ce Kikichoko en grès est adapté au saké chaud. Cet autre Kikichoko, avec 2 cercles au fond, qu'on appelle l'œil de serpent, permet de mieux observer la filtration du saké. Pour des sakés fruités, très délicats, on privilégiera des verres plus ouverts, comme les sakazuki en porcelaine ou en résine. La carafe, appelée tokuri, peut être utilisée aussi bien pour servir le saké frais que pour le faire chauffer au bain-marie. On a donc plein de verres différents, mais une constante, leur taille. Alors au niveau des verres, on a, comme vous pouvez le voir, on a des contenants qui sont assez petits. Alors pourquoi? Parce que c'est dans la tradition japonaise en fait, de ramener de la convivialité et on sert des petites quantités. Et le but c'est de se resservir au fur et à mesure. Et le rituel c'est que on sert tout le monde d'abord et ensuite on se fait servir. Ça c'est une règle qui reste beaucoup au Japon.
Ok, on a les bouteilles, on a les verres. Maintenant, quand est-ce qu'on boit le saké? Et aussi, avec quoi on boit le saké? Parce que si en France, on a l'habitude de boire du vin tout au long du repas, au Japon, avec le saké, les habitudes sont différentes. Les explications de Nicolas Baumer. Le repas au Japon, c'est du riz avec des accompagnements. En réalité, c'est du riz, une soupe et divers accompagnements qui vont arriver avec. Le saké, c'est aussi du riz, sous une autre forme, mais c'est aussi du riz. Donc, en fait, quand on buvait le saké autrefois, le saké prenait la place du bol de riz. Alors, on mettait le saké au centre et on avait des accompagnements qui accompagnaient le riz liquide qui est le saké. Vous l'aurez compris, riz solide ou riz liquide, il faut choisir chaque chose en son temps. Voici un exemple concret si vous sortez dans un izakaya, le bistrot typique japonais. Si vous allez dans un restaurant izakaya c'est les tavernes, les bars de saké, on commande à boire, mais il n'y a pas de riz jusqu'à la fin. Et c'est qu'à la fin qu'on va vous demander, bon, vous avez bien bu, vous avez bien mangé, est-ce qu'on peut apporter le repas shokuji, et à ce moment-là, on apporte du riz, un ochazuke, c'est-à-dire du riz avec un bouillon qu'on met dessus, un yaki onigiri, un onigiri grillé, on peut diverses choses qui vont constituer le repas, et à ce moment-là, il n'y a plus de saké. Ça, c'est pour le Japon. Mais en Occident, où le riz n'est pas un élément central du repas, le saké peut accompagner plus facilement différents mets. Fruits de mer, poissons, fromage. Et on peut le boire ainsi, de l'apéritif au dessert. Aujourd'hui, le saké, le nihonshu, ce n'est plus la boisson phare au Japon. C'était la boisson la plus consommée jusqu'aux années 50, mais après, ça s'est compliqué. C'est 1959 où il y a le croisement des courbes de la bière et du saké, c'est-à-dire à partir des années 60, la bière devient la boisson la plus consommée. Le saké continue à progresser jusqu'au milieu des années 70. Et ensuite, c'est une longue chute jusqu'à aujourd'hui, où la consommation à peu près stabilisée, mais en dessous de 10% du volume d'ensemble des boissons. Il est de loin plus la boisson la plus consommée, mais dans l'imaginaire, ça reste quand même la boisson nationale, la boisson identitaire. Les raisons de la chute? L'image vieillotte du saké déjà. Le saké, c'était la boisson des Japonais nés en 1920, en 1930. Mais pour les Japonais nés après-guerre, pendant l'occupation américaine, c'est la bière qui est devenue une boisson courante, avec une image moderne, jeune. Parmi les autres raisons, une qualité inférieure aux boissons concurrentes, et aussi, dans les années 70, quelques scandales qui concernaient la qualité et l'authenticité des sakés. Alors il a fallu une remise en question, qui est passée par une recherche de qualité, mais aussi une recherche d'identité. Si on regarde les sakés de qualité au milieu des années 2005-2010, ils utilisaient quasiment tous la même variété de riz. C'était Yamada Nishiki, ils utilisaient le même levure, donc tous les ginjo, daiginjo avaient plus ou moins le même goût partout dans le pays. Et c'était ça le saké de haute qualité. Aujourd'hui, ils cherchent vraiment de la typicité. Et chaque région va essayer de développer une variété de riz, va faire un saké qui a vraiment son identité propre. Et ça, c'est la grande évolution actuelle. Avec la qualité en hausse est arrivée l'expansion à l'international du saké, en Occident comme en France, où le marché se développe depuis quelques années. L'arrivée du saké en France, finalement, et son développement a commencé il y a une quinzaine d'années, en fait. C'était plutôt à la marge et ça se voyait plutôt, on va dire, dans les très grandes villes comme par exemple Paris, où là ça a vraiment commencé un petit peu à arriver. Là c'est vraiment depuis 4-5 ans qu'on sent une petite vague. L'export de saké en Occident se fait principalement vers les États-Unis. La France est en retrait, mais ce qui se passe chez nous est particulièrement observé du côté des Japonais. Et ça les fait réfléchir sur leur lien avec leur boisson nationale. Le renouveau qu'on observe, surtout depuis les années 2000, c'est l'augmentation très importante des exportations. Que le saké connaît vraiment un succès à l'étranger et c'est ça qui lui permet de se relancer. Et en ce moment, d'attirer aussi les Japonais qui voient le succès de la boisson à l'étranger et qui reviennent vers leur boisson nationale en se disant qu'elle était peut-être pas si mal que ça. Ça, c'est un processus qui se fait sur beaucoup de produits japonais, beaucoup même d'art traditionnel japonais, où le succès à l'étranger permet un renouveau au Japon même. Et là, notamment le succès en France, ça alerte les Japonais et donc ils
ils le reprennent à leur compte et le public, les consommateurs japonais, trouvent un plus grand intérêt à leur boisson à partir du moment où les Français s'y intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère vous avoir appris beaucoup de choses sur le saké, peut-être vous avoir donné envie d'y goûter. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la culture japonaise. C'est la première vidéo de cette chaîne et on a plein d'idées pour vous en proposer d'autres, toujours sur la culture japonaise. Si ça vous a plu, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter, on est preneur de tous les retours. A très bientôt sur Culture Japon.